Les attaques DDoS sont parmi les cyberattaques les plus connues en cybersécurité. Pourtant, si on demande à un débutant de l'expliquer clairement, la plupart du temps, on obtient une réponse globale et pas très précise. Le but de cette vidéo est donc de vous montrer comment fonctionne une attaque DDoS, comment elle est exécutée, les différents types, et enfin, nous verrons comment vous pouvez vous en protéger. Attention, disclaimer avant d'aller plus loin, l'objectif de cette vidéo est à but éducatif et en aucun cas un tutoriel pour vous montrer comment DDoS une autre personne de manière malveillante. Je ne vous incite en aucun cas à réaliser des cyberattaques sur un système d'information dont vous n'avez pas les autorisations. Ceci dit, nous pouvons revenir à la vidéo. Une attaque DDoS n'est pas compliquée à comprendre, mais c'est bien de revenir sur quelques bases en web et réseau afin de bien la comprendre dans sa totalité. Lorsque vous souhaitez vous connecter à un site web, vous envoyez une requête HTTP ou HTTPS au serveur pour lui demander d'envoyer une copie du site web. Cette requête contient plein d'informations comme l'adresse du site, la langue, l'appareil et beaucoup d'autres informations. Le serveur vous renvoie donc la copie du site qui s'affiche sur votre navigateur. Une attaque DDoS est donc simple. C'est une cyberattaque qui vise à perturber voire arrêter complètement un service spécifique, comme un site web par exemple. Et pour perturber ce site, eh bien, on va submerger le serveur web qui héberge le site avec des requêtes jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de les traiter. En effet, au bout d'un moment, soit sa bande passante ne sera plus suffisante, soit sa puissance sera limitée. Et dans ce cas, le service sera soit ralenti, soit complètement arrêté pendant quelques minutes ou quelques heures selon la durée de l'attaque. Vous comprenez donc maintenant pourquoi l'attaque DDoS signifie attaque par déni de service, car le but est de complètement perturber et arrêter le service. Et les conséquences peuvent être catastrophiques car le serveur peut subir une panne ou un crash et ainsi nécessiter plusieurs heures avant d'être relancé. Donc imaginez si une entreprise subit une panne de plusieurs heures sur son site web, eh bien cela peut nuire définitivement à sa réputation, mais également réduire la confiance de ses clients, surtout que si son activité est essentiellement basée sur son site web, eh bien l'entreprise peut complètement s'arrêter. Ainsi, il existe plusieurs types d'attaques par déni de service. Il y a les attaques DOS et les attaques DDoS. La différence est simplement que l'attaque DOS, donc attaque par déni de service, est lancée depuis une seule machine. Cela peut être un simple ordinateur, comme le vôtre par exemple. Et au contraire, l'attaque DDoS, donc attaque par déni de service distribué, est lancée depuis plusieurs machines. Cela peut être 2, 3 ou des milliers de machines dans le cas d'un botnet, donc un réseau de machines infectées que les hackers peuvent utiliser pour faire du DDoS. Mais une attaque DOS ou DDoS ne se limite pas uniquement à inonder un serveur de requêtes. Il existe plusieurs catégories d'attaques DOS et DDoS et c'est intéressant de s'intéresser à chacune d'entre elles. Jusque-là, nous avons parlé uniquement du premier type d'attaque DDoS, à savoir l'attaque par surcharge de bande passante. Donc nous l'avons vu, en envoyant des milliers de requêtes HTTP ou HTTPS, on va venir surcharger la bande passante d'un serveur web. Et pour mesurer la puissance d'une attaque par surcharge de bande passante, on va la mesurer en bits par seconde. Plus le serveur aura des données, donc ces données mesurées en bits à traiter par seconde, plus le serveur sera lent à traiter les données et donc plus l'attaque sera puissante. Et l'objectif est que le nombre de données à traiter par seconde que l'on envoie à la victime dépasse la capacité de sa bande passante. Par exemple, si le serveur cible a une bande passante de 1 gigabit par seconde, eh bien cela veut dire qu'il peut traiter uniquement 1 gigabit de données par seconde. Donc si on fait une attaque de 5 gigabits par seconde sur ce serveur et s'il n'est pas protégé, alors sa bande passante sera surchargée. Donc ça c'est la première catégorie d'attaque. Ensuite, nous avons les attaques DDoS visant à surcharger des ressources. Dans cette catégorie, on va venir se focaliser sur les failles et les faiblesses des ressources réseau. Cette catégorie d'attaque est d'ailleurs souvent appelée attaque de protocole, car on va exploiter les différents protocoles réseau. La puissance des attaques visant à surcharger les ressources se mesure en paquets par seconde. Pour bien comprendre cette catégorie d'attaque, on va prendre l'exemple de l'attaque par SYN flood, qui signifie submerger le SYN. Et cette attaque va exploiter le protocole TCP, donc Transmission Control Protocol, afin de submerger un serveur cible en lui envoyant un grand nombre de demandes de connexion SYN ou synchronisation. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vais vous l'expliquer rapidement. TCP est l'un des protocoles fondamentaux d'Internet. Il est utilisé pour gérer la communication entre les ordinateurs sur un réseau. Il est souvent d'ailleurs comparé à l'envoi de lettres par la poste. Lorsque vous envoyez une lettre, vous avez besoin de garanties, comme la confirmation que la lettre est arrivée à destination. Eh bien TCP fournit ces garanties pour les données envoyées sur Internet. Ensuite, nous avons le concept de SYN, ou dit synchronisation. Imaginez que vous souhaitez établir une conversation téléphonique avec un ami.
Vous commencez par composer son numéro, mais avant de parler, vous attendez que votre ami décroche son téléphone pour synchroniser votre conversation. Eh bien le flag SYN dans le protocole TCP fonctionne de manière similaire. Lorsqu'un ordinateur souhaite établir une connexion TCP avec un autre ordinateur, il envoie un paquet avec un flag SYN activé pour dire « Salut, je veux communiquer avec toi, est-ce que tu es prêt ?» Et après un échange de paquets avec certains autres flags activés, la connexion se fait. Petite précision, pour bien comprendre la notion de flag, eh bien dans le protocole TCP, il y a ce qu'on appelle le flag SYN, qui est un bit situé dans le paquet, et soit il est à 0, donc désactivé, soit à 1, donc activé. Et cette information est écrite dans le paquet. Et donc pour l'attaque par SYN-FLOOD, imaginez que quelqu'un appelle votre ami, mais ne dit jamais rien et raccroche immédiatement. Puis cette personne recommence à appeler encore et encore, sans jamais parler. Votre ami finit par être submergé par ces appels inutiles et ne peut plus répondre à vos appels légitimes. C'est un peu ce qui se passe lors d'une attaque SYN-FLOOD. L'attaquant envoie un grand nombre de paquets avec le flag SYN activé au serveur cible, mais au lieu de continuer la communication, il ne répond pas lorsque le serveur tente de se synchroniser. Le serveur finit par maintenir de nombreuses connexions ouvertes en attente d'une réponse, ce qui épuise ses ressources et le rend indisponible pour les utilisateurs légitimes. Les attaques SYN-FLOOD sont souvent utilisées dans les attaques DDoS, où de multiples sources envoient simultanément des paquets malveillants avec le SYN activé pour accroître leur efficacité. Mais le SYN-FLOOD n'est pas la seule attaque qui exploite les flags du protocole TCP. Il y a aussi l'attaque ACK-FLOOD, qui est une variante de l'attaque SYN-FLOOD. Si on revient à notre explication du protocole TCP, lorsque le premier ordinateur envoie un paquet avec le flag SYN activé pour initier la connexion, l'autre ordinateur avec lequel on veut se connecter nous renvoie un paquet avec les flags SYN et ACK activés pour confirmer la demande. Et en réponse, le premier ordinateur répond avec uniquement un flag ACK activé afin que la connexion s'établisse. Donc dans une attaque ACK-FLOOD, l'attaquant envoie un grand nombre de paquets ACK, donc Acknowledgement, ce qui signifie confirmation, au serveur cible, tout comme dans l'attaque SYN-FLOOD, mais avec une petite différence. Contrairement à l'attaque SYN-FLOOD, où les paquets contenant le flag SYN sont utilisés pour initier une nouvelle connexion, et bien là les paquets ACK sont généralement utilisés pour confirmer la réception des données dans une connexion existante. Et en envoyant des paquets ACK inutiles au serveur, cela l'oblige à maintenir des connexions ouvertes et à traiter des demandes inutiles. Et cela va entraîner une interruption des services, tout comme dans l'attaque SYN-FLOOD. Vous avez d'autres attaques DDoS dites de protocole, mais normalement, avec les exemples donnés, vous devriez maintenant les comprendre dans leur globalité. Et enfin, dernier type d'attaque DDoS, nous avons les attaques dites couche 7. Ce type d'attaque vise des applications, donc la couche 7 du modèle OSI, et cible les faiblesses d'une application ou d'un serveur. L'attaque consiste à surcharger une application afin que celle-ci devienne complètement indisponible, et la puissance d'une attaque se mesure cette fois-ci en requêtes par seconde. Par exemple, nous avons l'HTTP GET et POST attaque. Je vais vous l'illustrer pour que vous puissiez bien comprendre comment les attaques par application fonctionnent. Imaginons que vous avez un site web, votre site web a une porte d'entrée principale, l'URL, et les visiteurs utilisent différents moyens pour entrer, comme la clé par exemple. Ici la requête HTTP GET, afin de lire le contenu, et un formulaire, la requête HTTP POST, pour soumettre des informations. Voyons ensemble les deux attaques. L'attaque HTTP GET est comme si des milliers de personnes frappaient à la porte de votre site web en même temps, mais ne demandaient jamais rien de spécifique. Ils disent simplement « montre-moi tout » et chaque demande de « montre-moi tout » est une requête GET. Et lorsque des milliers de ces requêtes arrivent en même temps, votre site web peut être submergé. Imaginez que vous ayez une petite porte d'entrée et que des millions de personnes essayent de passer en même temps, eh bien votre porte ne peut laisser passer qu'un nombre limité de personnes à la fois, ce qui provoque un engorgement, rendant l'accès difficile aux visiteurs légitimes. Ensuite, nous avons l'attaque HTTP POST qui est similaire mais avec une petite différence. C'est comme si des milliers de personnes envoyaient des formulaires à votre porte d'entrée, mais ces formulaires contiennent des fausses informations ou alors sont complètement vides. Vous recevez une avalanche de formulaires inutiles, ce qui peut également bloquer votre site. Pensez à ces formulaires comme des boîtes vides qui s'accumulent devant votre porte, rendant ainsi l'accès difficile pour ceux qui veulent réellement vous envoyer des informations utiles. En résumé, les attaques DDoS sur les applications web, comme les attaques HTTP GET et POST, consistent à submerger un site web avec un grand nombre de demandes inutiles, bloquant ainsi l'accès aux visiteurs légitimes. Ce type d'attaque est assez redoutable car même un trafic faible qui paraît légitime
peut mettre à genoux une application. Ainsi, là où l'attaque DOS est rarement utilisée pour attaquer directement un serveur web, car une seule machine n'est souvent pas assez puissante pour mettre à genoux un serveur web, eh bien on peut l'utiliser dans le cas où on a trouvé un moyen de provoquer par exemple une segfault, donc une erreur de segmentation dans une application, la rendant ainsi inutilisable. Mais il y a d'autres cas où l'attaque DOS peut se rendre utile, car par exemple on peut amplifier une attaque. Il existe des méthodes telles que le DNS Reflection Flood qui permet de multiplier jusqu'à 50 la bande passante d'une attaque qu'on envoie. Cela peut être terriblement efficace, et il existe plein d'autres méthodes d'amplification de la bande passante, donc je vous invite à faire vos propres recherches si cela vous intéresse. Donc nous avons vu les attaques par submersion de bande passante, nous avons ensuite vu les attaques dites de protocole, puis les attaques sur les applications, et enfin je termine avec l'attaque DRDoS qui est une variante sophistiquée des attaques par déni de services distribués. Elle combine des éléments des attaques DDoS avec des techniques de réflexion. L'objectif principal de cette attaque est de saturer la cible avec un trafic réseau malveillant tout en masquant l'origine réelle de l'attaque en utilisant des serveurs ou ordinateurs tiers, souvent sans la connaissance ni le consentement des propriétaires de ces serveurs. Voici comment fonctionne une attaque DRDoS. Étape 1. Les attaquants utilisent généralement un réseau d'ordinateurs piratés, appelé botnet, pour exécuter l'attaque. Ces dispositifs, tels que des ordinateurs, des serveurs ou même des objets connectés, ont été infectés par des logiciels malveillants et sont contrôlés à distance par les attaquants. Étape 2. Les attaquants falsifient l'adresse IP source en modifiant les paquets réseau qu'ils envoient afin qu'elles correspondent à l'adresse IP de la cible, cachant ainsi leur véritable identité. Cette technique s'appelle le spoofing et rend difficile la traçabilité de l'attaque jusqu'à sa source réelle. Étape 3, les attaquants identifient des serveurs tels que des serveurs DNS, NTP ou d'autres serveurs ouverts qui sont vulnérables à la réflexion. Ces serveurs répondent aux demandes de manière à renvoyer des données plus volumineuses que les demandes initiales, ce qui va amplifier l'attaque. Étape 4, les attaquants envoient un grand nombre de demandes falsifiées à ces serveurs en utilisant l'adresse IP de la cible comme adresse source. Les serveurs cibles pensent donc répondre à la bonne personne en ciblant l'adresse IP de la victime des hackers et envoient ainsi leur réponse, ce qui va submerger la victime. Étape 5, la cible de l'attaque est submergée par le trafic renvoyé par les serveurs de réflexion. Ainsi, la victime est submergée et cela peut entraîner une interruption de service pour les utilisateurs légitimes, et tout cela sans que l'adresse IP d'origine soit dévoilée puisque les hackers envoient les demandes au serveur depuis l'adresse IP cible et non pas depuis les leurs. L'attaque DRDoS est donc particulièrement problématique car non seulement elle masque l'identité de l'attaquant, rendant difficile la détection et la défense contre ce type d'attaque, mais en plus elle crée deux victimes, la cible et les serveurs utilisés pour réfléchir l'attaque. Nous avons donc fini avec les différents types d'attaques par déni de service, mais du coup, comment se protéger face aux attaques DDoS? Dans un premier temps, on va vouloir à tout prix protéger la bande passante du service afin d'éviter toute surcharge. Et ensuite, il faut protéger sa réputation. Donc si on subit une attaque DDoS, on veut que les utilisateurs légitimes puissent accéder au service normalement sans se douter de rien. Un premier moyen de protection est tout simplement d'augmenter la taille de la bande passante d'un serveur. La plupart des serveurs web qui hébergent les sites web ont une bande passante allant de 100 Mbps à 1 Gbps, ce qui n'est pas énorme face à une attaque DDoS classique. Seulement, la solution de simplement augmenter la bande passante d'un site peut être non seulement coûteuse, mais en plus c'est souvent insuffisant, car une attaque DDoS peut être amplifiée et atteindre plusieurs gigas comme nous l'avons vu. Il faut donc l'associer avec d'autres solutions. Vous pouvez par exemple utiliser un CDN, qui signifie Content Delivery Network. Un CDN vous permet de répartir votre charge de trafic sur différents serveurs à travers le monde. Il fonctionne en mettant en cache le contenu de votre serveur web à des emplacements plus proches de l'utilisateur final. Par conséquent, au lieu que votre site web principal serve les utilisateurs du monde entier à partir d'un emplacement unique et centralisé, vous disposez de plusieurs copies de votre site disponibles à de nombreux endroits. Donc en plus de réduire les temps de chargement de votre site, les services CDN vous aident à soulager la pression qu'exercent d'énormes volumes de trafic sur votre réseau en cas d'attaque ou en cas de forte influence. Les CDN sont spécialement conçus pour gérer de grandes quantités de trafic. Ainsi, si un site web connaît une augmentation considérable des requêtes typiques d'une attaque DDoS, il peut répondre en redistribuant ce trafic sur tous les serveurs, en s'assurant qu'il n'atteint pas les serveurs d'origine et qu'il ne rende pas votre site hors ligne. Du coup,
Si quelqu'un veut DDoS votre site, il va devoir s'attaquer à tous les serveurs en même temps et cela peut être très long et demande beaucoup de bandes passantes. Cela signifie également que les clients pourront continuer d'accéder à votre site web normalement et ne remarqueront même pas si vous êtes attaqué. Un CDN est donc une très bonne solution pour protéger un site web des attaques DDoS tout en améliorant sa vitesse de chargement et donc sa popularité auprès de Google. Mais il existe d'autres solutions comme des pare-feux spécifiques ou encore on peut analyser les paquets entrants afin de déterminer s'ils sont malveillants ou non. On va utiliser des algorithmes qui vont regarder si les paquets ont déjà été utilisés dans d'autres attaques DDoS et si on voit que le paquet est malveillant, alors on le redirige vers un autre serveur avec une bien plus forte bande passante. Cela peut être une autre bonne solution. Voilà, vous savez désormais beaucoup de choses sur les attaques DDoS. C'est au final une attaque assez simple sur le papier, mais qui commence à perdre en popularité étant donné que des solutions sont de plus en plus mises en place pour se protéger et que ce n'est pas toujours évident de trouver les ressources nécessaires pour réussir une attaque. Mais c'est toujours très intéressant d'apprendre le fonctionnement d'une cyberattaque. Cela permet d'en apprendre plus dans certains domaines de l'informatique. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu es intéressé par la cybersécurité, mais que tu es complètement novice et que tu ne sais pas par où commencer, tu trouveras dans la description mon guide gratuit pour bien débuter en cybersécurité et qui t'indiquera tout ce que tu dois apprendre pour devenir expert en cybersécurité. Je t'invite également à rejoindre mon groupe Telegram et à me suivre sur Twitter. Je donne régulièrement des conseils et des ressources en cybersécurité et cela te permettra de pouvoir échanger dans le domaine. Donc n'hésite pas à me suivre. Tous les liens sont dans la description. Voilà, n'oublie pas que le plus dur dans la cybersécurité, c'est de s'y mettre une bonne fois pour toutes. Alors lance-toi et deviens un expert avec moi.